Hello tout le monde, avant de commencer la vidéo, je souhaitais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020. J'espère que vous en avez profité pour voir vos proches, être en bonne compagnie, que vous avez pris des bonnes résolutions et que vous allez les tenir, c'est le plus important. Sur ce, trêve de mondanité, rentrons dans le vif du sujet. Cette semaine au programme, nous avons des chats, du Pokémon, du héros qui veut manger du pancréas, un bar travesti. Sans plus attendre, sans trop vous faire languir, c'est parti, je vous montre tout ça sans plus attendre. On commence aujourd'hui avec le soi-disant shoujo avec toi. Donc dans le fond c'est censé être un shoujo qui a été élu shoujo de l'année 2019, qui après lecture selon moi ne transpire pas le shoujo en soi. Personnellement je le classerais vraiment plus comme étant un shonen tranche de vie. Où on va suivre l'histoire en fait d'un jeune garçon qui va recueillir un petit chat qui va être appelé Shigeru, qui va être le centre en fait de la famille, le pilier de la famille et des relations entre les différents membres de cette dite famille. On va en rester là pour les explications sous peine de me voir sans le vouloir vous spoiler en fait sur l'histoire. Tout ce que je peux vous dire en fait, c'est écrit par la même auteure qui fait Voyage au bout de l'été. Les dessins m'ont vraiment plu. Ils sont surprenants, atypiques et qui sortent vraiment un peu de l'ordinaire, notamment avec la face du jeune garçon et qui m'a fait ben rire, je vous dirais. Puis tout ça dressé puis présenté sous forme de petites leçons de vie, du fait qu'on peut avoir des difficultés dans la vie, mais la famille reste un point central important qu'il faut préserver à tout prix. Donc c'était avec toi, donc un petit shoujo shonen pour le coup, très sympa que j'ai lu, qui m'a vraiment fait plaisir, petite histoire sympa. On reste dans le rayon des animaux puisque on s'attaque à les chats aventures de Tai et Mamisu. Quoi dire de plus autre que l'auteur est vraiment productif. Je sais absolument pas comment qu'elle fait pour écrire, dessiner autant de mangas. Là, à date, je pense qu'elle est sur 3 mangas. Qui plus est, c'est une histoire qui vient se placer dans les autres histoires, donc l'enfant qui se déroule en même temps que Chubby Chubby, mon chat pour la vie. Évidemment, comme vous en dites, c'est la même auteur que Chubby Chubby, mon chat pour la vie, et Chubby Chubby, mon chat tout petit. Rien de nouveau, vous vous en doutez, on garde les mêmes recettes, le même style, et ça marche. C'est ça qui est cool en fait. Donc on va suivre l'histoire de Tai, qui est le nouveau chat qui va faire irruption dans la ville de Mamisu, et on va voir en fait qu'est-ce que cette irruption en fait va apporter, qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui va être bien, qu'est-ce qui va être mal. Comme je vous dis, une recette connue, vue et revue, mais qui marche, qui a son charme et qui fonctionne encore et toujours. On enchaîne sur un autre one shot. Décidément c'est la semaine des one shots. On va suivre Satoshi Tajiri dans celui-ci, donc sous le titre de Pokémon aux origines du phénomène planétaire, qui va être une biographie en fait du créateur originel des Pokémon, la licence. C'est une biographie, j'ai vraiment eu l'impression que la biographie a été présentée comme une espèce de ligne du temps sans vraiment l'être dans les formes, puisque je m'explique, tout le manga pour le coup va être montré puis expliqué depuis son enfant jusqu'à l'âge adulte, en passant justement par toutes les passions qui l'ont animé, notamment la chasse aux insectes, la découverte du jeu vidéo, sa passion pour le jeu vidéo qui va embrayer derrière. Ensuite on va embarquer sur la création du studio de la brand Game Freak, notamment avec le premier magazine. J'ai appris des choses qu'au début c'était des magazines en fait de solutions pour les jeux vidéo, c'est étonnant je trouve. On va suivre aussi la rencontre de Satoshi avec les autres créateurs qui l'ont aidé à mettre en place tout cet univers de Pokémon, la mise en place de la compagnie Game Freak pour le coup, jusqu'à la création du jeu, jusqu'aux dernières générations. Étant honnête avec vous, je vous dirais que c'est vraiment une lecture qui m'a vraiment plu. Honnêtement, j'ai appris des choses, notamment que Game Freak à la base c'était un magazine de solutions pour les jeux vidéo sur bande d'arcade, puis après ça pour les jeux de salon. Vraiment très impressionnant, j'ai appris des choses, sincèrement. Même si vous n'êtes pas vraiment passionné par la licence Pokémon, ça vaut le coup d'être lu. Comme je vous dis, c'est un petit one shot, ça se lit super bien, super vite. C'est pas très lourd, c'est très bien dessiné, très bien scénarisé. Donc je vous recommande, que vous soyez fan ou pas de Pokémon. C'est une lecture vraiment sympa à faire. On switch sur un manga avec un titre un peu plus what the fuck, puisqu'il s'agit de Je veux manger ton pancréas. Donc on pourrait s'attendre à un titre un peu
what the fuck, un peu dans le style de Anus Beauté qui traitait des hémorroïdes à l'époque. Je vous rassure, c'est pas ce que vous croyez, croyez-moi, honnêtement. Donc, ce qu'on a là, dans le fond, c'est le manga. J'ai les deux en fait. J'ai le manga ici présent et le roman en fait. Donc, le manga est une adaptation du roman qui est l'œuvre originale pour le coup. Donc, le manga sera lui compilé en 2 tomes, pas plus. Donc, ce sera une petite série. Concernant l'histoire, je vous rassure, rien de what the fuck, rien de bizarre en fait. On va vraiment être sur une petite romance, une petite histoire vraiment cool, vraiment touchante, puisqu'on va suivre en fait l'histoire de Sakura et Haruki. Donc 2 héros qui s'opposent de A à Z en fait. Donc l'un va être vraiment plus ouvert au reste du monde, va avoir plein d'amis, tandis que l'autre va être vraiment plus reclus sur lui-même, aura plus tendance à se refermer en fait sur lui. Jusqu'au moment où Haruki va trouver le journal intime de Sakura qui va lui permettre de découvrir en fait que notre jeune demoiselle est atteinte d'une grave maladie du pancréas. Honnêtement, très cute, très mignon, très beau, vraiment petite lecture. J'ai jeté un coup d'œil aussi au roman, ça a l'air d'être pas mal fidèle au manga, donc il y a une belle job d'adaptation qui a été faite là-dessus. Alors je vais quand même prendre la peine de vous expliquer le pourquoi du comment du titre, pourquoi que c'est what the fuck de même. Donc pourquoi je veux manger ton pancréas. Le titre provient, donc c'est expliqué vraiment très tôt, je vous spoil rien du tout. Ça vient d'une légende, d'une vieille légende en fait qui dit que dès le moment où tu as un mal quelconque en fait, afin de guérir, il faut manger son équivalent pour renforcer tout ça. Donc c'était la petite anecdote. Alors pour moi, présentement on arrive sur le meilleur de la vidéo, puisqu'on va parler de Le patron est une copine, qui est un one shot qui m'attirait pas vraiment au début honnêtement. J'attendais vraiment rien de ce manga là, qui a réussi étonnamment à me surprendre vraiment positivement. Je vous fais le topo en fait. Donc, Le patron est une copine est un one shot écrit par l'auteur qui fait L'enfant et le maudit. C'est le même auteur, mais c'est vraiment 2 genres vraiment différents, où on a vraiment ce côté un peu sombre, univers un peu peut-être post-apo. D'Enfant et le maudit fait qu'il y a une espèce d'ambiance un peu malsaine, mais vraiment cute et vraiment si vous penchez sur le scénario. Et ici, dans le fond, on va suivre plusieurs personnages qui sont déjà des animaux un peu à la Beastars, qui changent du tout en fait. Donc, c'est un manga qui a des balls et qui les met sur la table. Honnêtement, un peu dans le même genre que Éclat d'âme, ça aborde un sujet qui est vraiment pas populaire, ne serait-ce qu'au Japon, mais qui pourrait mettre plus d'un mal à l'aise. Puisqu'étant donné, on va parler du travestissement, plus précisément de la vie qu'un travesti peut mener, puis comment ça pourrait être perçu par son entourage. C'est en fait un chef d'entreprise qui est aimé, qui est apprécié de ses collègues, qui fait tout pour réussir sa vie, et en parallèle en fait, donc de jour c'est un chef d'entreprise vraiment important, vraiment sérieux, puis de l'autre, la nuit, c'est un travesti en fait qui travaille dans un bar pour travesti, un bar un peu style escorte en fait. Puis dans le fond, tout le manga va jongler sur le fait de qui va essayer de réussir à cacher cette seconde vie en fait, pour ne pas que l'une influence sur l'autre en fait. Comme je vous disais, donc c'est un personnage qui est pris entre 2 trains en fait, entre 2 côtés. D'un côté, il veut vraiment garder sa job parce que bah, ça lui réussit, ça lui fait bien, puis de l'autre, il a un peu peur de s'affirmer, de montrer au reste du monde comment il est réellement et à quoi sa vie ressemble réellement. J'ai honnêtement trouvé le manga vraiment très drôle, vraiment les persos sont vraiment attachants, donc très attachants, voire un peu trop stéréotypés, mais étant donné que c'est des animaux, ça se marie assez bien, ça passe assez bien, donc ce petit écart de scénario est acceptable. Donc c'est mon gros coup de cœur de cette semaine, honnêtement. Vous savez, c'est ce genre de manga qui vous attendez pas grand chose de la lecture, du cover ou whatever, puis qui arrive, qui ouvre la porte, qui vous fout une claque monumentale, puis vous dites mon dieu, c'est le meilleur manga au monde. Fait que pour moi ça a été ça a été un gros coup de cœur, et très certainement même sûr à 100% que le manga va probablement rejoindre dans un futur proche ma collection personnelle. Alors on va terminer sur une réédition d'un manga qui existe déjà depuis très longtemps. À l'inverse de Le patron est une copine, ça a été un peu ma déception de la semaine. Je vous explique.
Donc on va aborder Yasura Yatsura, donc plus connu sous le nom de Lamu en Europe ou en version française. Donc c'est une réédition qui, selon moi, aurait dû être vraiment plus intéressante, beaucoup plus pertinente, étant donné que c'est une série qui va être compilée en 2 tomes seulement au lieu de 18. En fait, la série fait 18 tomes à la base en format Bungo, donc c'est un plus petit format que le format habituel. C'est un format qu'on retrouve beaucoup au Japon, vraiment plus condensé au niveau du nombre de pages, puis plus petit en termes de grandeur. Je m'explique pour ne pas avoir l'air médisant. L'édition est très belle, on s'entend. Il y a beaucoup de pages couleurs, le manga est très cool. C'est un peu comme à la Dragon Ball avec la Perfect Edition en fait. Donc tu as plusieurs pages couleurs qui sont probablement les pages couleurs qui ont été apparues dans le Shonen Jump à l'époque de sa prépublication. Le truc c'est que ce manga, cette réédition en fait, donc cette Perfect Edition est présentée sous forme d'histoires courtes. Le truc c'est qu'il n'y a pas vraiment de continuité en fait dans ces histoires. Il se passe un truc, un élément perturbateur, résolution, fin, that's it. Pour moi, comme je vous dis, j'ai vraiment été déçu par la réédition. Je pense qu'ils auraient vraiment voulu, puis ils auraient pu faire quelque chose de vraiment mieux. Le dessin me touche vraiment beaucoup. Encore une fois, c'est écrit par l'auteur de Ranma Demi, donc c'est un manga. Si t'es pas à l'aise avec les dessins des années 80, c'est sûr que ça risque d'être un peu fâcheux, mais personnellement, j'ai grandi avec ce style de dessin, avec Ranma Demi, avec La Maison Ikoku. C'est très très cool. Moi, j'ai beaucoup de nostalgie quand je lis et que je vois ce style de dessin. Comme je vous disais, ça reste à mon avis personnel. On reste tout de même sur une magnifique édition. Donc, c'est une édition Perfect Color sur du papier glacé, mais étonnamment souple, ce qui est très très cool. Glénat fait vraiment des choses bien, mais encore une fois pour moi ils ont manqué leur shot en fait. Ils auraient vraiment pu faire une belle réédition des 18 volumes originaux en grosse édition de même. Ça aurait été magnifique dans la bibliothèque, ça aurait été magnifique à lire. Pour moi, je pense que c'est un tâtonnement pour potentiellement voir s'il y a toujours un intérêt général global sur les œuvres de la série, étant donné que on a eu la réédition de Ranma Demi et on va avoir plutôt la réédition de Maison Ikoku qui va s'en venir dans le courant de cette année. Donc on termine sur une note que j'apprécie et j'aime beaucoup, puisqu'on va parler de One Piece, qu'on va parler précisément du nouveau roman sur l'univers de One Piece, qui est une collaboration suite à une interview faite par l'auteur du fait que il n'est pas capable d'écrire tout ce qu'il voudrait. Donc il n'est pas capable de mettre tout sur papier. Fait qu'il a lancé l'idée en fait de faire plusieurs collaborations avec d'autres romanciers novellistes afin de mettre ce qu'il ne peut pas mettre sur papier évidemment, mais sous un autre format en fait, puisque ça va être présenté sous forme de roman. Donc je vais pas m'éterniser comme la dernière fois avec One Piece Doors. Je vais essayer d'être bref, concis et pertinent. Donc qu'est-ce que ça raconte en fait ces romans là? Donc comme son homologue, donc les histoires de l'équipage, on va suivre l'histoire de Ace et de comment et pourquoi il a pris la mer, toutes ces aventures qu'il a vécues en mer avant qu'il ne rencontre Barbe Blanche, et comment il a formé son équipage, comment il a formé les Spade, où ces aventures l'ont mené, comment il a réussi à finalement à rentrer dans l'équipage de Barbe Blanche. Sincèrement, je le conseille à toutes les personnes qui aiment l'univers de One Piece. Comme je vous disais l'autre fois en fait sur les histoires de l'équipage, tous les romans qui vont sortir vont être canon, donc vont se poser sur la timeline de l'histoire de One Piece. C'est juste que ce ne sera pas présenté sous forme de manga. Donc voici ce qui conclut les sorties, les premières sorties pour le coup de manga ici au Québec pour cette année 2020. C'était David. N'oubliez pas, Mina, que One Piece c'est la vie. Et sur ce, prenez soin de vous. On se retrouve pour une prochaine fois. Bye là.